Bon, tout d'abord, bonjour, et je tiens avant tout à remercier tous les organisateurs de ce colloque pour l'opportunité et pour la joie qu'ils m'offrent de communiquer parmi vous aujourd'hui. L'objet de cette communication est d'ouvrir une perspective quant à l'insertion de l'énonciation et de l'argumentation au sein de la pragmatique sociologique de Pierre Bourdieu. Tout d'abord, il est bon de rappeler les enjeux de la pragmatique avant de préciser ceux de la pragmatique sociologique. Françoise Armango, dans son ouvrage La pragmatique, retrace l'évolution de cette approche qui trouve sa première acception chez Maurice, qui considère que la pragmatique est la partie de la sémiotique qui traite des rapports entre les signes et les usagers des signes. Le contenu apporté à cette approche s'est précisé, et nous conserverons la définition plus récente de Francis Jacques, qui pose que la pragmatique aborde le langage comme phénomène à la fois discursif, communicatif, social, et qu'elle concerne l'ensemble des conditions de possibilité du discours. La pragmatique ainsi définie constitue une approche qui se structure autour des paramètres liant les interlocuteurs au contexte social dans lequel ils sont pris. C'est aussi à partir de ces paramètres fondamentaux que la pragmatique sociologique de Pierre Bourdieu est développée comme telle au travers de deux ouvrages que sont respectivement Ce que parler veut dire, publié en 1982, et sa version augmentée, Langage et pouvoir symbolique, publié en 2001. Dès le texte de 82, les enjeux sont posés, et ce dès les premières lignes de la troisième partie qui s'intitule Analyse de discours. Je cite: la science des discours comme pragmatique sociologique s'attache en effet à découvrir dans les propriétés les plus typiquement formelles des discours les effets des conditions sociales de leur production et de leur circulation. Fin de citation. Dans la perspective de cette communication qui est d'intégrer et de nouer les notions d'énonciation et d'argumentation au sein de cette pragmatique sociologique, nous nous demanderons dans quelle mesure un renversement épistémologique quant à l'activité langagière pourrait permettre de faire émerger de nouvelles considérations quant à l'énonciation et l'argumentation. À cette fin, nous aborderons tout d'abord dans cette communication le renversement épistémologique en question, avant d'articuler dans un deuxième temps l'énonciation et l'argumentation au prisme d'une théorie de la pratique qui découlera logiquement du renversement opéré. Enfin, le troisième temps de cette communication viendra compléter cette articulation entre énonciation et argumentation qui seront considérées comme vectrices de pouvoir et plus précisément comme vectrices de pouvoir symbolique. Nous profitons de cette introduction pour signaler que nous nous intéresserons ici avant tout aux paramètres sociologiques des analyses énonciatives et argumentatives, car nous allons essayer de démontrer que ces paramètres pourraient constituer le premier temps de leur analyse. Je passe maintenant à la première partie consacrée au renversement épistémologique à opérer à cette fin. La pragmatique sociologique de Pierre Bourdieu, qui est encore à investiguer, se constitue autour d'un renversement épistémologique quant à l'étude de toute activité langagière ou de toute production langagière. Ce renversement consiste à analyser cette activité ou cette production non pas à partir d'outils appartenant à la linguistique et à y greffer ensuite des outils provenant de la sociologie, mais à effectuer la démarche inverse, c'est-à-dire à aborder toute activité langagière et toute production langagière à partir d'outils sociologiques offrant une analyse première, qui est celle des conditions sociales dans lesquelles les activités langagières se matérialisent, et à affirmer que ce sont ces conditions sociales qui régissent ces mêmes activités. En ce sens, dans la production du savoir quant à la matière langagière, la démarche est donc celle d'accorder la priorité épistémologique à la sociologie et non pas à la linguistique. À ce propos, Ce que parler veut dire et Langage et pouvoir symbolique
ont constitué deux ouvrages de pragmatique sociologique théorisés comme tels, en réaction notamment face à la pragmatique de John Austin, dont Bourdieu dit ce qui suit: tel est le principe de l'erreur, dont l'expression la plus accomplie est fournie par Austin ou Habermas après lui, lorsqu'il croit découvrir dans le discours même, c'est-à-dire dans la substance proprement linguistique, si l'on permet l'expression, de la parole, le principe de l'efficacité de la parole. Cette citation met en avant ce que Bourdieu a considéré comme l'impensé le plus important de la pragmatique. Si cette citation évoquée s'intéresse surtout à l'efficacité de la parole, efficacité qu'il faudrait donc aborder sous le prisme de la sociologie et non de la linguistique, il n'en demeure pas moins que ce qui va constituer l'étape préalable, à savoir la capacité de produire un énoncé, va être régi là encore d'abord par des paramètres sociologiques, puisque la capacité à produire un énoncé quelconque, un quelconque matériau langagier, varie selon les locuteurs, et ce pour des raisons sociologiques sur lesquelles nous reviendrons un peu plus tard. Aborder la question du renversement épistémologique opéré par Bourdieu quant à l'objet langagier est aussi l'occasion de souligner la vigilance épistémologique dont il a fait preuve, non seulement dans les deux ouvrages à partir desquels nous nous basons, mais aussi dans un ouvrage antérieur intitulé « Le métier de sociologue », dans lequel il insiste sur le fait qu'une science ne se développe qu'en prenant conscience de ses propres limites et en questionnant les impensés de ses praticiens. Et c'est face à ce qui a été jugé comme les impensés des pragmaticiens que Bourdieu a qualifié sa pragmatique sociologique de science des discours, ouvrant ainsi la voie à une science peut-être pas tout à fait nouvelle, mais à codifier en tant que telle, à codifier en tant que science, et donc à codifier à partir de perceptions et d'outils théoriques et méthodologiques nouveaux, sinon différents. Articuler l'énonciation et l'argumentation au prisme de ce renversement épistémologique de la sociologie sur la linguistique peut procéder, et c'est là l'objet de cette communication, à partir de deux ancrages qui sont complémentaires et qui consistent à fixer l'énonciation et l'argumentation d'une part comme étant avant tout des pratiques énonciatives et argumentatives, et donc comme étant avant tout des pratiques sociales, et d'autre part, à les fixer comme des moments ou comme des lieux d'actualisation du pouvoir symbolique. Ce point de vue se fonde aussi à partir des éclairages nouveaux apportés par Loïc Vacan, qui souligne le fait que la théorie de la pratique et la théorie du pouvoir symbolique constituent les deux nœuds conceptuels de l'œuvre de Pierre Bourdieu, et il nous apparaît que ces deux nœuds conceptuels peuvent constituer des apports nouveaux quant aux analyses énonciatives et argumentatives. Nous précisons que Loïc Vacan a été un très proche collaborateur de Bourdieu, avec qui il a coécrit notamment Invitation à la sociologie réflexive, et s'efforce aujourd'hui, entre autres travaux de recherche, de prolonger l'œuvre sociologique de Pierre Bourdieu, et ce depuis l'Université de Berkeley. C'est dans son article « Pratique et pouvoir symbolique chez Bourdieu vu de Berkeley », datant de 2016, que Loïc Vacan détache les deux nœuds conceptuels à l'œuvre de Pierre Bourdieu, que nous allons maintenant aborder, puisque nous passons à la deuxième partie de notre communication, qui a pour but d'articuler l'énonciation et l'argumentation au prisme d'une théorie de la pratique. Aborder l'énonciation et l'argumentation comme étant des pratiques sociales entend d'établir les genèses historiques et conceptuelles de ces pratiques, et de même que Anscombe et Ducrot, qui posent dans l'argumentation dans la langue que l'énonciation sera pour eux l'activité langagière exercée par celui qui parle au moment où il parle, et donc par essence historique, événementielle, et comme telle ne se reproduit jamais deux fois identique à elle-même. La perspective engagée consistera également à historiciser ces pratiques, et le déploiement d'une méthode d'historicisation des pratiques revient chez Bourdieu
à historiciser dans un premier temps l'espace dans lequel se manifeste toute pratique et ce langage concernant l'énonciation et l'argumentation, un mode de construction topologique qui dépasse leur caractère strictement contextuel ou situationnel et qui tend à codifier la situation et le contexte langagier à partir de trois perspectives que sont la perspective sociale, la perspective symbolique et la perspective physique. Le contexte et la situation d'énonciation et d'argumentation ainsi abordés se nouent au sein de ce triptyque espace social, espace symbolique, espace physique. Nous précisons que ce découpage en trois perspectives distinctes, sociale, symbolique, physique, est pertinent dans l'exposition théorique, mais que ces trois dimensions de l'espace se retrouvent regroupées de manière simultanée dans la matérialisation de toute pratique, y compris énonciative et argumentative. Précisément, la construction de l'espace social engage d'aborder le couple locuteur à locutaire à partir de leurs positions sociales respectives et des ressources, c'est-à-dire des formes de capitaux respectives dont ils disposent. À ce propos, Bourdieu avance dans son ouvrage Raison pratique ce qui suit, je cite, « Construire l'espace social, cette réalité invisible que l'on ne peut ni montrer ni toucher du doigt et qui organise les pratiques et les représentations des agents, c'est se donner du même coup la possibilité de construire des classes théoriques aussi homogènes que possible du point de vue des deux déterminants majeurs des pratiques et de toutes les propriétés qui s'ensuivent. » Fin de citation. Construire l'espace social, consiste donc à approcher de manière relationnelle les interlocuteurs. De plus, la construction de l'espace chez Bourdieu procède aussi par la dimension symbolique de celui-ci. À ce propos, il avance dans Manet une révolution symbolique que comprendre un ordre symbolique, c'est donc comprendre cet accord entre les structures objectives du monde social et les structures cognitives. Intégrer cette dimension symbolique à une théorie de l'énonciation et de l'argumentation se révèle nécessaire dans la mesure où tous les interlocuteurs engagent au sein de l'activité langagière des perceptions qui peuvent être partagées ou non et potentiellement modifiées au travers de celles-ci. Enfin, la dernière dimension de l'espace, à savoir l'espace physique, constitue la concrétisation physique des deux premiers espaces et constitue pour nous la situation d'énonciation ou d'argumentation à un moment T. Je cite à ce propos un fragment issu des Méditations pascaliennes de Bourdieu. Il s'ensuit que toutes les divisions et les distinctions de l'espace social s'expriment réellement et symboliquement dans l'espace physique approprié comme espace social réifié. Fin de citation. Prenons un exemple rapidement. Imaginons un salarié de n'importe quelle entreprise en situation d'énonciation ou d'argumentation avec son patron. Le contexte sera celui de l'entreprise qui repose sur la hiérarchie entre le salarié et le patron, et ce contexte limitera donc les possibilités langagières de toute énonciation dirigée de la part du salarié envers le patron. Mais les règles qui fondent la hiérarchie entre ces deux positions sociales et qui expliquent les possibilités ou non pour le salarié de produire un acte langagier plus ou moins étoffé, plus ou moins libre, disons, que ce qui fonde la hiérarchie entre ces deux positions sociales, c'est qu'elles sont régies par un espace plus vaste qui dépasse le strict cadre de l'entreprise, et c'est tout un ordre juridique, économique et symbolique qui est à l'œuvre dans le contexte particulier de l'échange entre ce patron et ce salarié, et qui pourtant régit toute la pratique langagière. Enfin, il y a une grande vigilance à adopter concernant la notion d'espace, car elle est source de confusion, notamment avec celle de champ,
ou encore avec celle d'institution, qui est abondamment utilisée dans ce que parler veut dire, puis dans le langage des pouvoirs symboliques. Nous allons maintenant passer à la troisième et dernière partie de notre communication, qui concerne l'énonciation et l'argumentation comme vectrices du pouvoir symbolique. Comme nous l'avons avancé tout à l'heure, le second nœud de l'œuvre de Pierre Bourdieu consiste en une théorie du pouvoir symbolique. Nous précisons qu'il ne s'agit pas de plaquer pour les besoins de la démonstration une théorie sur une autre, mais d'essayer de montrer que l'énonciation et l'argumentation peuvent être vectrices de pouvoir symbolique. Rappelons tout d'abord que le pouvoir symbolique, c'est le pouvoir d'opérer des modifications quant aux perceptions des individus. Articulé à la matière langagière, le pouvoir symbolique consiste par un locuteur en la modification de perceptions ou en l'imposition de perceptions nouvelles sur ses allocutaires. Nous pensons que cette notion est névralgique afin d'aborder l'énonciation et l'argumentation dans leur généricité, car elles constituent deux activités langagières qui peuvent modifier ou imposer de nouvelles perceptions, mais nous pouvons les distinguer dans la mesure où l'argumentation semble constituer l'activité langagière la plus fertile à toute modification d'ordre symbolique chez les interlocuteurs, peut-être plus intensément que l'énonciation. Cette intuition se fonde sur ce que Ruth Amosi avance dans l'argumentation dans le discours et qui définit l'argumentation comme les moyens verbaux qu'une instance de locution met en œuvre pour agir sur ses allocutaires en tentant de les faire adhérer à une thèse, de modifier ou de renforcer les représentations et les opinions qu'elle leur prête, ou simplement d'orienter leur façon de voir ou de susciter un questionnement sur un problème donné. Le pouvoir symbolique n'est pas nommé comme tel dans cette citation, mais les effets de toute argumentation indiqués ici sont similaires à ceux évoqués par le concept de Bourdieu. Bien que cela soit également valable pour l'énonciation, nous pensons que l'argumentation dépend dans une proportion plus grande encore du pouvoir symbolique, d'une part pour la raison avancée qu'elle est le moment de production langagière d'efficacité maximale pouvant produire des modifications d'ordre symbolique, et d'autre part, l'autre dimension à prendre en compte est que le pouvoir symbolique consiste non seulement à produire des effets via le langage, mais légitime en amont le locuteur et le place en position d'argumenter de manière à produire des effets via le langage. C'est parce que le locuteur est légitimé à argumenter qu'il peut en retour produire des effets via l'activité langagière. Il semble donc que l'analyse de toute énonciation et de toute argumentation à partir du prisme du pouvoir symbolique soit nécessaire, du seul fait que le pouvoir symbolique s'actualise aussi et peut-être même surtout lors d'activités langagières. Cela ne veut pas dire que toute énonciation ni que toute argumentation produite soit vectrice de pouvoir symbolique, mais cela signifie qu'elles peuvent toutes l'être. Je passe maintenant à la conclusion et je conclus rapidement qu'à la suite de ce qui a été avancé, il ressort que les outils sociologiques pourraient permettre d'établir la genèse des différentes pratiques énonciatives et argumentatives et de constituer ainsi le premier temps de leur analyse. L'objet de cette communication était de souligner ce premier temps d'ordre sociologique. Le deuxième temps de l'analyse, que nous n'avons fait qu'effleurer et qu'évoquer rapidement, consisterait en l'analyse des matériaux langagiers à partir d'outils spécifiquement linguistiques. La pragmatique sociologique comme science des discours pourrait ainsi tendre vers l'exhaustivité en mêlant ces deux temps et en portant une attention particulière aux distinctions à opérer entre les productions orales et écrites qui engageraient une vigilance supplémentaire avec des paramètres spécifiques liés à chacune de ces deux formes distinctes de production, énonciative et argumentative. Enfin, si cette approche appelle à être prolongée et codifiée dans sa globalité,
Il en va de même pour ce que nous avons avancé lors de cette communication concernant les outils spécifiquement sociologiques. Et je vous remercie de m'avoir écouté.